Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce forum des diplômés de l'UQAM 2015, organisé par le Bureau des diplômés. Je me présente, je suis Nathalie Saint-Pierre. Je suis à la fois présidente du Conseil institutionnel des diplômés de l'UQAM, mais pour être présidente du Conseil institutionnel, je suis également présidente de ma faculté, soit l'École des sciences de la gestion. Puis ce soir, je vais avoir le plaisir d'animer cette soirée. Puis comme pour les deux autres titres, à titre de bénévole. Donc, vous voyez où est-ce que ça peut vous mener, le bénévolat à l'UQAM. Donc, afin de bien débuter notre événement ce soir, j'aimerais vous poser une question. Une question vraiment fondamentale. Selon vous, quelles sont les deux certitudes de notre existence? Hein? L'impôt, la mort. On a un consensus? Hein? Oui? OK. Non. Donc, moi, je peux vous dire personnellement que ma mère me disait ça, puis ça m'a toujours resté que c'était vraiment deux certitudes, la mort et les impôts. Puis, bien, ce soir, j'ai envie de vous dire que la mort n'est même pas si certaine que ça. Non, pas du tout. Savez-vous que j'ai appris récemment qu'il existe un organisme qui contourne les lois de la nature et qui, en fait, rajeunit à volonté? Au lieu de vieillir et mourir, l'organisme se rajeunit puis recommence son cycle indéfiniment. Aviez-vous déjà entendu parler de ça? À quoi? Oh non, c'est pas la famille. Donc, en fait, il s'agit d'une méduse des Caraïbes, okay, qui a été découverte, je crois, récemment, qu'on appelle Turritopsis nutricula. Donc, je ne vous ferai pas de quiz à la fin, là. Mais donc, il y a un être vivant qui vit dans la mer, mais qui se régénère, donc qui est vraiment éternel, une méduse éternelle. Donc, si la mort n'est pas inéluctable, qu'en est-il des impôts? Bien, ce soir, repenser la fiscalité est le thème proposé de notre forum. Étant moi-même fiscaliste, ma curiosité a été éveillée tardivement, mais en 2012, par la lecture du livre La crise fiscale qui vient de notre conférencière, Mme Brigitte Alpin. Livre qui a ébranlé sérieusement la deuxième certitude à l'égard des impôts. Donc, je ne m'étais pas rendu compte que c'était aussi facile. Aussi, ma première rencontre avec Mme Alpin m'a confirmé que la fiscalité est un sujet où c'est un item qui a une place très importante dans une société et qu'elle est malheureusement très méconnue. Puis la plupart des citoyens ne mesurent pas l'importance qu'elle a ou qu'elle devrait avoir et ne la comprennent pas suffisamment. Et on doit être franc, c'est un sujet qui est assez rebutant, en fait. Donc, je vous remercie donc pour votre courage d'être ici ce soir pour venir entendre parler de fiscalité. Donc, avant de donner la parole à notre recteur de l'UQAM, M. Robert Proulx, j'aimerais souligner la présence de plusieurs lauréats reconnaissance de l'UQAM. Donc, Dena Davida, Louise Richer, Raymond Lemieux et Marc Saint-Pierre, ainsi que nos présidents des conseils de diplômés, donc Marthe Carrier de la Faculté des arts, Daniel Boismenu de la Faculté des sciences. Peut-être, Daniel, tu peux te lever parce que je voulais remercier particulièrement Daniel parce que c'est lui qui m'a bouleversée en m'informant de l'existence de la méduse éternelle. Donc, Maxime Tassé de la Faculté d'éducation, que je dis tout le temps qui est la faculté la plus importante. Olivier Barsalou, de la Faculté de sciences politiques et droit. Jean-François Connelly-Gérard de la Faculté de communication. Et finalement, et non la moindre, Catherine Audrin,
à la fois lauréate reconnaissance de l'UQAM et présidente du Conseil des diplômés de la Faculté des sciences humaines. C'est bon? Qui? N'importe. Apparemment qu'il y a Ginette Galarneau aussi, je m'excuse, je ne l'avais pas dans mes notes. OK. Donc, pour les fans de la technologie, j'ai quelques directives pour l'accès Wi-Fi. Le nom du réseau ici, si vous voulez vous connecter, c'est UQAM, UQAM, et non pas de U après le Q. Puis le mot de passe, documentaire 17. Pour tweeter, là, j'espère que je vais avoir de la racée technologique, mais le mot c'est le hashtag FDUQAM, donc Forum Diplômé UQAM, FDUQAM 2015. Donc, si vous voulez tweeter pendant l'événement. Et finalement, le forum fait l'objet d'une captation vidéo, donc on vous demanderait de ne pas prendre de photos et de filmer. Donc, j'invite maintenant le recteur, M. Proulx, à venir vous souhaiter la bienvenue. Bonjour. On m'a condamné au lutrin. Je n'ai pas de petit micro comme vous. D'abord, chers diplômés de l'UQAM, bonjour et bienvenue à ce Forum des diplômés. Un forum qui, à votre image, promet des discussions passionnantes, innovantes et engagées. Je suis aussi heureux de vous voir aujourd'hui, ce soir, pour venir discuter de fiscalité et parler de fiscalité, un sujet qui, comme le disait la présidente du Conseil, n'est pas généralement n'attire pas les foules. Mais là-dessus, ça dépend comment c'est présenté et je vais vous faire une petite confidence. Lorsque Nathalie est devenue la présidente du Conseil des diplômés, je l'ai invitée immédiatement. Je veux tisser des liens toujours plus forts avec nos diplômés. Je trouve ça tellement important. Donc, je l'ai invitée à venir échanger avec le recteur pour qu'on puisse discuter de nos projets. Et là, en arrivant, elle m'a dit il y a une chose qu'il faut qu'on se rencontre, il faut prendre un autre rendez-vous, il faut qu'on se parle. Je dis, oui, volontiers. Ainsi de suite. Elle a dit, on va se parler de fiscalité. Là, j'ai dit, ah oui, OK. Et c'est arrivé. Et je dois vous dire que quand on s'est parlé de fiscalité, premièrement, là, j'ai été pas mal plus intéressé par le sujet. Et ensuite, est revenu avec du renfort. Une autre diplômée, Brigitte Alpin, qui est venue me rencontrer pour parler de fiscalité. Et ce que je peux vous dire, c'est que depuis ce temps-là, je suis plus capable de dormir, puis je pense rien qu'aux histoires de fiscalité et ainsi de suite. Et ça montre exactement ce que ça veut dire quand on traite les choses de la façon UQAM. Les gens les traitent avec passion. Les gens les retournent en regardant, mais oui, mais est-ce qu'on a constaté que c'est... Et des choses qui paraissent plates et ennuyantes au début, nous apparaissent tout à coup comme fondamentales, et c'est précisément ça qui est arrivé. Là, depuis ce temps-là, là, je me dis, il y a un problème. Il faut absolument qu'on se penche sur la question. La question de la fiscalité, il y a des affaires cachées là-dedans que quand on les voit arriver, on se dit, hey, mais mon Dieu, ça fait c'est bien plus important qu'on le pensait. Et dans ce sens-là, je peux vous dire que ça, c'est justement ce que j'appelle la façon autrement de faire les choses. Et quand je parle de l'UQAM, je parle toujours des choses, l'international autrement, les services à la collectivité autrement. Et donc, je suis convaincu que ce soir, vous allez tous ressortir d'ici en vous disant, mon Dieu, la fiscalité, je n'avais jamais pensé à ça sous cet angle-là. Et ça, c'est précisément ce qu'on appelle le caractère rebelle, innovant, jamais pareil comme tout le monde de l'UQAM. Et ça caractérise bien sûr notre université, mais aussi ses diplômés. Comme je le dis souvent, c'est important le lien avec nos diplômés. Pourquoi? Parce que si vous avez choisi l'UQAM, puis en passant, je parle en connaissance de cause, là, parce que peut-être ne le savez-vous pas, mais je suis aussi un diplômé de l'UQAM. La différence avec vous, c'est que moi, quand je suis rentré là, je n'en suis jamais ressorti, mais je suis quand même un diplômé de l'UQAM. Et on peut se dire à un moment donné que si vous avez choisi l'UQAM et que l'UQAM vous a choisi, c'est qu'il y a nécessairement une parenté en termes de façon de penser, en termes de valeurs, en termes de partage, en termes de choses que l'on veut accomplir de façon différente des choses traditionnelles.
Et ceci, vous les amenez partout. Donc, vous êtes nos ambassadeurs, vous êtes nos vecteurs en termes de répandre au plus large public ce qu'est l'UQAM et ce qu'elle peut faire. Et ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument qu'on tisse des liens solides. Ce n'est pas une question de faire des petites rencontres de temps en temps pour se payer un verre de vin en disant « Bon, félicitations, votre... » Non, c'est beaucoup plus que ça. Il faut qu'on garde ces liens-là qui ont été ceux qui se sont forgés durant le moment où on était ensemble dans les mêmes lieux et qu'on continue d'entretenir cette relation-là. Elle ne peut qu'être plus fructueuse pour l'UQAM et pour son devenir aussi. D'ailleurs, comme vous le savez, sans doute, l'UQAM a vécu des moments récemment très difficiles. Les informations qu'on a, parce qu'on travaille beaucoup sur les questions, quelles sont les conséquences au niveau des difficultés auxquelles on a été confrontés récemment. Et effectivement, on a des sérieuses difficultés au niveau de l'image, au niveau, et c'est pas parce que c'est vrai, c'est pas parce que c'est... Mais à un moment donné, on se trouve devant un phénomène qui fait qu'on est un peu maltraité, disons, actuellement. Et là-dessus, c'est le moment idéal pour dire qu'il faut qu'on retisse ce lien-là. D'ailleurs, vous l'avez fait de façon spontanée. Je pense aux initiatives qui ont été prises, particulièrement par certaines de nos diplômés. Je sais que la présidente l'a fait aussi, mais je sais que la personne responsable en sciences politiques et droit a publié dans Le Devoir un article qui présentait justement c'est quoi le vrai visage de l'UQAM. Elle l'a publié et environ presque une centaine de personnes, spontanément des diplômés de l'UQAM, l'ont signé. Je pense aussi à José Legault, lors du gala Reconnaissance, qui, dans toutes les troubles, avait que des mots à dire. Oui, mais l'UQAM, c'est autre chose, c'est ça, l'UQAM. Et ça a été redit le lendemain, suite au gala Reconnaissance. Donc, vous le faites spontanément. Je vous en remercie infiniment. C'est très positif et c'est ça qui me dit qu'il faut absolument que nous continuions de travailler ensemble pour les années à venir. Et c'est ce que, en fait, on s'est engagé, la présidente du Conseil des diplômés, Nathalie, et moi, à dire on va travailler ces relations-là de la meilleure façon. On va les travailler à la façon UQAM, donc ça va être du jamais vu encore une fois. Et d'ailleurs, j'avais un petit peu peur en vous disant qu'elle était un peu flyée, mais quand je l'ai vu introduire le sujet, je dis bon, parfait, tout le monde va me croire, c'est sûr. C'est comme ça qu'elle parle de fiscalité, elle nous parle de méduse, puis de la vie après la mort, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que c'est toujours des sujets fort appréciés. Donc, bienvenue à cette conférence. Merci d'être là. J'espère que c'est un des éléments de toute une histoire que nous allons prolonger et poursuivre dans nos développements respectifs. Et entre-temps, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci. Si vous me voyez partir à un moment donné, malheureusement, le sort des recteurs est ainsi. Mon agenda est toujours back-à-back et aussitôt que le fun commence, il faut qu'on s'en aille ailleurs. Et c'est malheureux, mais merci puis bonne soirée. Merci. Bien, merci, M. Proulx. Je ne prendrai pas ça personnel que je suis flyée, là, mais je peux rien que vous dire que ce n'est pas la première fois que je me le fais dire. Donc, j'espère que vous avez tous entendu cet appel à l'engagement, puis soyez assurés que si vous manifestez le moindre désir de contribuer à votre alma mater, votre bonne volonté va être très bien reçue. On donne les numéros de téléphone à la fin pour prendre vos coordonnées. Donc, on va arriver maintenant au cœur de la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter nos deux conférenciers qui sont vraiment des personnes essentielles dans la vulgarisation des enjeux fiscaux. Donc, ça fait plusieurs années qu'ils sont déjà sur ce chemin. Donc, je vais les inviter à venir à l'avant. Donc, Mme Brigitte Alpin. Elle est auteure de La crise fiscale qui vient et ces riches qui ne paient pas d'impôts et figure parmi les leaders mondiaux les plus influents au monde grâce à son expertise et son professionnalisme reconnu par les hautes sphères décisionnelles d'ici et d'ailleurs. Je pense que vous allez être intéressé à savoir qu'elle fut l'instigatrice du populaire régime d'accès à la propriété. Elle a été l'instigatrice de cette idée-là.
puis la première critique de politique fiscale dans le Journal de Montréal et de Québec. D'ailleurs, chronique qui fut poursuivie par l'ancien ministre des Finances, Yves Séguin. Elle a fait la première chronique fiscalité PME dans le magazine CA, qui est maintenant le CPA Magazine. Et elle est maintenant l'instigatrice de la première conférence internationale sur la concurrence fiscale, la conférence Tax Coop, qui aura lieu à Montréal le 2 et 3 novembre prochain. Ça nous fera plaisir de vous donner des détails si vous en voulez plus à la fin de la présentation. Et également, en plus de tout ça, elle a réussi à fonder une société en 2007 dont elle est présidente, Agora Fiscalité. Monsieur Deneau, qui est aussi fort connu. Si vous googlez ces deux-là, vous allez trouver là, plusieurs hits. Ils ont des sites Wikipédia. Mais Monsieur Deneau est l'auteur de plusieurs essais sur les paradis fiscaux. Donc, probablement où est-ce qu'il y a les méduses. Là. Donc, le premier, c'est Paradis fiscaux, la filière canadienne. Paradis sous terre, comment le Canada est devenu la plaque tournante de l'industrie minière mondiale. Offshore, paradis fiscaux et souveraineté criminelle, tous parus chez Éco-Société. Monsieur Deneau enseigne présentement la pensée critique en sciences politiques à l'Université de Montréal. Jusqu'à temps qu'il, pour le moment, là, on verra s'il retrouvera le droit chemin. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, tous les deux, à nous expliquer, pour le bénéfice des participants, votre rôle dans le documentaire Le prix à payer. Dans ce premier... Avant de débuter, je dois dire qu'Alain était aussi chargé de cours à l'UQAM. Je ne me trompe pas. Hein? Ah oui, mais c'est écrit dans sa présentation. Je n'ai pas tout présenté. Oui, mais là, il est parti. Bon, je sais. Ça... Il va falloir parler à Robert. Donc, c'est ça. C'est vous allez voir tantôt la bande-annonce du film Le prix à payer. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en 2010, j'avais comme une intuition. On parlait à cette époque-là des crises financières. Puis, je me disais que, d'après moi, probablement le pire était à venir, à savoir les crises fiscales, les crises des finances publiques. Et je me suis arrêtée et j'ai écrit ce livre-là, La crise fiscale qui vient. Et j'avais l'impression que le message, j'avais une difficulté à faire passer le message. C'est un message qui est important, à savoir le lien entre la justice fiscale et les démocraties. Et j'avais de la difficulté parce que, par exemple, lorsqu'on écrit un article dans un journal, c'est pas lu par la majorité des... Ou si on fait une entrevue dans les médias, c'est parfois 2 minutes, une entrevue. Donc, et c'est une mince minorité qui lise les films. Donc, j'ai réussi, à un certain moment donné, j'ai dit, ça prend un film. Ça prend un film. Il faut coincer les gens dans un théâtre. Puis un bon film sur l'impôt. Bon, tout le monde à qui j'en parlais, puis c'est un film avec un bon budget là, pour un documentaire au Canada. Donc, tout le monde à qui j'en parlais riait, comme vous venez de faire. Et c'est un peu ça. Donc, je suis l'instigatrice du projet, si on veut. Et j'ai aussi... et ce film-là est inspiré de mon livre. Et j'ai aussi eu le privilège de travailler avec une équipe de Québécois spectaculaire sur ce film-là et dirigé par le grand chef d'orchestre, réalisateur Harold Crooks. Donc, c'est ça le rôle que j'ai eu dans le film. Et j'ai aussi eu le rôle d'interviewer plusieurs personnes qui sont dans le film. Et aussi à donner mon idée sur qui devraient être les experts du film pour avoir une brochette vraiment spectaculaire. Et je suis heureuse d'avoir proposé Alain Deneau, qui est un grand expert au Québec sur plusieurs questions qui sont adressées dans le film. Donc, à ton tour, Alain. D'une part, moi, je peux difficilement me prononcer sur le projet lui-même. Là, je tiens vraiment à souligner le fait que j'ai un petit rôle à y jouer, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'intervenir grâce à l'aimable invitation de Brigitte à ce film, étant donné, d'une part, que je m'intéresse au rôle du Canada dans l'histoire des paradis fiscaux, c'est-à-dire dans la généalogie des paradis fiscaux,
Sans Graham Towers, sans Jim McDonald, sans Donald Fleming, il n'y aurait sans doute pas les paradis fiscaux de la Jamaïque, des îles Caïmans ou des Bahamas tels qu'on les connaît. Ces législations de complaisance parmi les plus controversées sont l'œuvre de Canadiens en très grande partie, et je me suis intéressé à cette histoire. Et aussi, je dirais que j'essaie de faire valoir le fait que les paradis fiscaux, les enjeux fiscaux et plus largement ce que j'appelle les législations de complaisance nécessitent une approche interdisciplinaire et qu'en plus de la fiscalité, bien sûr, du droit, bien sûr, de la criminologie, de la science politique, on peut, du point de vue de la philosophie, de la sociologie, des études littéraires, même des études cinématographiques, de la psychanalyse, penser le problème offshore. Moi, je m'intéresse au problème offshore, notamment du point de vue de la philosophie politique, puisque ma formation est dans cette discipline. Et aussi du point de vue de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire des disciplines, c'est-à-dire que j'essaie de mettre en relation des contributions disciplinaires sur les paradis fiscaux. Et du point de vue de la philosophie politique, je m'y intéresse dans la mesure où je crois que le problème des paradis fiscaux est tellement vaste, il est tellement grave, il est tellement profond, tellement ample, qu'il affecte les termes de notre tradition intellectuelle qu'on utilise pour penser la réalité politique. C'est-à-dire que des mots comme frontière, État, droit, crime, souveraineté, qui sont affectés dans leur sens même du fait de la gravité et de l'envergure du problème offshore. C'est-à-dire que quand on veut se prononcer sur le problème offshore, les mots qu'on veut utiliser pour cerner le problème sont eux-mêmes affectés au demeurant par le problème lui-même. Et il y a comme une inversion de la perspective qui s'impose, et j'ai travaillé à penser cette inversion. Donc, en introduction de l'échange qui va suivre avec nos deux experts, vous pouvez voir qu'ils sont également passionnés en plus d'être experts. Nous allons visionner ensemble la bande-annonce du documentaire « Le prix à payer ». Télécino. Does Apple Inc. own directly or indirectly AOI, AOE, and ASI? Yes. And where is AOI a tax resident? It does not have a tax residency. You know, we're talking about 10 to 15% of the world's financial wealth basically being invested offshore beyond the reach of tax authorities. So far from being a success story, I regard the City of London as the world's biggest tax haven. Can you tell me how many subsidiary companies of your group are incorporated and operating in the Cayman Islands? I don't have that number with me either. You have 181. There are $1.6 trillion booked to Cayman Islands banks. Almost none of that is actually in Cayman. Many politicians have an illusion that they actually run their country, when actually they run their country within the confines that the global financial system places on them. There was a period before we had a welfare state. We had the welfare state under a certain set of conditions, and those conditions have changed. The social contract is broken. People didn't invest money into services. I mean, you look at the state of the roads here, the most basic thing, and there's potholes everywhere. Property tax they're introducing, water tax, all these new taxes, personal taxes. What's different about Google, we're not selling books and we're not making coffee. The consumers are based on the computer science. That is what creates the economic value for What Google. does Bermuda create? Kodak had hundreds of thousands of employees, really good, solid middle-class jobs. The new world of photography is Instagram, which had 13 employees and sold for $1 billion to Facebook. Des entreprises meurent sous l'effet de cette révolution industrielle et cessent de payer des impôts. Et puis, la marge se déplace vers les paradis fiscaux. At some point, more inequality is not simply more inequality. It needs another name. People are being expelled from livelihoods. We are the 99%! We are the 99%! People used to, in their positions, use that money to invest in our country, to invest in people, and they're not doing it anymore. And as a nurse, I would say they're probably a little bit mentally ill. It's not normal to want to hoard all that money. And the people in this country need it. We pay all the tax you require us to pay in the UK. We paid $6 billion of tax last year. We're not accusing you of being illegal, we're accusing you of being immoral. Donc,
va commencer les questions. La première à Brigitte. Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais pourquoi un film et c'est quoi le message que tu voudrais que les gens qui sont allés dans le théâtre retiennent du film Le prix à payer? En fait, pourquoi le film, tantôt je l'ai répondu, à savoir que je trouvais que le message nécessitait, pour atteindre le 99 % ou enfin le plus de personnes possible, je voulais trouver une façon autre que les livres, les entrevues traditionnelles. Donc, selon moi, ça nécessitait un film. Puis je pense que le message le plus important puis qui était le plus difficile à dire dans un film, c'était justement ce lien entre l'injustice fiscale et nos démocraties. Plus précisément, le fait que si on s'éloigne du fait que tous les citoyens doivent payer leur juste part d'impôts, dans le fond, c'est plus juste une question d'impôts, ça peut aller jusqu'à affecter les démocraties telles qu'on les souhaite. Et dans le film, il y a un passage que c'est moi qui dis... je dis qu'il est surprenant que 225 ans après la Révolution française, nous soyons revenus au point de départ où est-ce qu'il existe une catégorie de contribuables très nantis qui légalement ne paient plus sa juste part d'impôt. Donc, et dans le fond, il y a beaucoup de messages dans le film, mais dans le fond, c'était ça qui était pour moi le plus important. C'était un message de attention, commencez à vous intéresser à l'impôt, à la justice fiscale, parce que c'est, dans le fond, le sort de nos enfants qui en découle. Donc, Alain, je comprends que tu es vraiment le spécialiste. Donc, le film parle des paradis fiscaux et fait l'historique des paradis fiscaux jusqu'à aujourd'hui et même demain, en fait. Donc, selon toi, qui explore le sujet des paradis fiscaux depuis des années, qu'est-ce qui te touche dans le prix à payer et as-tu espoir dans les initiatives de l'OCDE pour régler la situation à l'international? Oui, c'est deux vastes questions. Tu as quelques minutes. Il faut parler vite. Il y a la dimension fiscale qui est absolument centrale et qui est emblématique d'un problème qui, à mon sens, me semble plus large encore, qui est celui de l'évitement du droit tout court. Le problème des paradis fiscaux, c'est qu'ils permettent à des acteurs puissants de se soustraire aux règles des droits et des devoirs qui prévalent en démocratie, comme le dit si justement Brigitte. C'est-à-dire que si on lit les grands textes de la tradition politique, là, Hobbes, Hume, Spinoza, Rousseau, Locke, sur l'État, même s'il s'agit de courants absolument hétérogènes, là, il y a toujours quand même en jeu l'idée d'une communauté qui, sur un mode ou un autre, reconnaît une légitimité au pouvoir politique qui fait valoir les règles de la civilisation au sein de la communauté. On est dans un ensemble. Aujourd'hui, ces textes-là sont inutiles si on veut penser la réalité des paradis fiscaux parce que personne, aucun philosophe n'a prévu qu'un jour des acteurs soient assez puissants et tordus pour en quelque sorte se soustraire aux règles de la vie en communauté d'une manière totalement factice, d'une manière tout à fait formelle et artificielle, pour scinder la comptabilité et l'enregistrement juridique de ce qu'ils font là où ils sont. Tandis qu'on exploite la filière de la banane au Guatemala en ayant des employés, des gestionnaires à New York et qu'on écoule ces bananes-là dans les marchés du Nord, le pays exportateur officiellement, c'est l'île de Jersey. Tandis que depuis l'Allemagne, on noue un partenariat commercial avec la Chine. Officiellement, le partenaire, en termes de pays, c'est les îles Vierges britanniques. Il y a une scission entre le lieu où on opère et le lieu où on s'inscrit juridiquement. Et évidemment, le lieu où on s'inscrit juridiquement, c'est un lieu du laisser-faire. Ce sont des souverainetés louées qui permettent tout. Et du coup,
pour aller très vite, là, on se retrouve dans un contexte assez bizarre où tout ce temps, dans la modernité, les États se sont justifiés, que ce soit dans une perspective de gauche ou de droite, comme visant à échapper à ce qu'on appelait l'état de nature, c'est-à-dire la loi de la jungle, c'est-à-dire un contexte dans lequel tout le monde est une menace pour tout le monde. Hein, l'État visait à, en quelque sorte, fonder une autorité qui faisait valoir des règles de vie en société, que ce soit sur un mode plus lâche ou plus autoritaire. Aujourd'hui, le paradoxe avec les paradis fiscaux, c'est que les paradis fiscaux restituent l'état de nature, mais sur un mode légalisé. C'est absolument fou. C'est qu'on retrouve au Liechtenstein, aux Bahamas, aux îles Vierges britanniques, à Singapour, la loi de la jungle, non pas vécue comme sur un mode en quelque sorte naturel et ouvert et en quelque sorte incontrôlable, mais sur un mode en quelque sorte codifié par la loi. Et c'est ça qui est très inquiétant, c'est de voir qu'on peut être présent dans un endroit, mais en fait, légalement, être inscrit ailleurs et se soustraire aux règles des droits et des devoirs qui, en principe, prévalent. L'OCDE, est-ce qu'elle est capable? Ça, c'est tout un dossier. Hein. L'OCDE, il faut voir que c'est l'organisation des pays riches, pour aller vite. Alors, et les pays riches ont quand même laissé aller le phénomène. Parfois, ils l'ont parrainé carrément. C'est-à-dire qu'on le voit très bien dans le documentaire par rapport au Royaume-Uni, qui a une responsabilité très importante dans l'existence même des paradis fiscaux. On le voit par rapport au Canada. Donc, ce sont ces pays-là, les pompiers pyromanes, là, qu'on appelle à la rescousse pour régler le problème qui a quand même été soit généré par eux ou soit toléré par eux à une époque où les choses semblaient un peu incontrôlables, dans le sens où on laissait des échappatoires fiscales à une minorité d'oligarques. Bon. L'OCDE, pour aller vite, a essayé à 3 reprises, pour aller vraiment très vite, d'endiguer le phénomène, des listes noires, des listes noires en 2000 qui n'ont pas donné grand-chose, d'autres listes noires dans le tournant des années 2010, là, 2011, si je me souviens bien, qui ont elles aussi qui ont vite été dissoutes, et un programme de contrôle par les pairs qui pouvait aussi entretenir une sorte de conformisme. Bon, ce qui serait souhaitable à terme, je pense, mais je pense comme John Christensen là-dessus, c'est qu'une instance internationale regroupant tous les pays, par exemple sous les auspices de l'ONU, fasse en sorte qu'on développe, là ça supposerait le concours de fiscalistes de renom et de juristes, mais qu'on développe une façon de penser la fiscalité à une échelle internationale, hein, qu'on fasse en sorte qu'une entreprise qui est présente un petit peu au Ghana, un peu au Canada, un peu en Allemagne, un peu au Japon, paie ses impôts au prorata de sa présence dans ces pays-là et non pas en canalisant la plupart de ses fonds aux îles Vierges britanniques. Donc, optimiste quand même? Sur l'OCDE, me laisse sceptique, là, c'est-à-dire qu'ils ont quand même... c'est pas une organisation qui a beaucoup eu de succès dans ces tentatives. Il y a là, actuellement, on pourrait vraiment parler d'un point de vue technique là, de la lutte au prix de transfert qui est faite et qui est peut-être plus probante, plus stimulante. Mais encore, ça n'empêche pas un pays comme le Canada de signer des accords d'échange des accords d'échange de renseignements fiscaux sans pour autant mettre un frein à un encouragement à recourir aux paradis fiscaux. Donc, il faudrait rentrer dans des considérations techniques, là, mais je dirais qu'il y a lieu d'être critique encore. Donc, Brigitte, je sais que tu conseilles depuis longtemps, en fait, même les PME du Québec. Puis, ces entreprises-là, qui sont souvent locales, semblent être les perdantes dans ce pacte fiscal qui s'est développé, puis qui s'est développé par l'action et justement ce qu'Alain décrivait, là, ce qu'elles ont été capables de faire, les multinationales, de dématérialiser juridiquement et factuellement. Et ce qu'on voit dans le film Le prix à payer, c'est que ce qui est fait est tout à fait légal. Donc, la bande-annonce, je pense, le reflétait, c'est-à-dire que Lady Hodge dit « We are not accusing you of being illegal, we are accusing you of being immoral ». Donc, que penses-tu de la place de la PME dans ce nouveau pacte fiscal? Bonne question qui ne me surprend pas de toi. Donc, effectivement, je pense que
on a compris que un des problèmes principaux, c'est que nos régimes d'imposition ont été implantés il y a environ 100 ans et ils ont été implantés avec des principes d'imposition qui ne sont pas adaptés au 21e siècle. Donc, et ça devient difficile dans le contexte actuel où est-ce qu'on a des paradis fiscaux, de la concurrence fiscale entre les pays, la monnaie électronique, le commerce électronique, la richesse tangible qui de plus en plus devient de la richesse intangible. Donc, ces régimes d'imposition traditionnels ont une difficulté d'aller imposer les contribuables qui prennent avantage de ces failles-là. Et naturellement, ce ne sont pas les PME et la classe moyenne qui peuvent prendre avantage des paradis fiscaux, de la concurrence fiscale internationale, de la monnaie électronique, de la richesse intangible. Donc, ce sont principalement les multinationales et la très grande richesse personnelle aussi. Et qui doit renflouer? C'est les PME et la classe moyenne. Donc, c'est les contribuables qui sont confinés à l'intérieur des frontières des pays, puis qui peuvent pas, qui sont soumis à être obligés de renflouer le manque à gagner ou qui sont soumis à des plans d'austérité axés uniquement sur des réductions de dépenses. Donc, quel est le sort de la PME dans tout ce contexte? C'est difficile. Pour les PME, c'est devenu très difficile. Moi, déjà, il y a environ 4 ans, j'avais fait une étude pour le compte de Société québécoise où est-ce que je m'étais aperçue que sur le tableau des 200 plus grandes sociétés canadiennes, il y avait juste une nouvelle société qui avait réussi à siéger sur ce tableau des 200 plus grandes sociétés canadiennes. Donc, c'est difficile pour une PME de devenir une grande société. Et nous, moi, je travaille avec les PME depuis en fait, j'ai fait presque toute ma carrière à faire de la fiscalité pour les PME. Et ça va jusqu'au point où est-ce que je sais que mon fils, aujourd'hui, probablement, qu'il va devenir ça, un propriétaire d'une petite PME plus tard. Puis, ça me fait un petit peu... je sais, en tout cas, je crains qu'est-ce qui l'attend, puis je trouve pas ça facile pour lui. Les PME deviennent de plus en plus coincées, de plus en plus de charges administratives, de plus en plus une fiscalité qui est compliquée, qui est lourde, puis être obligé de concurrencer avec les multinationales dans leur localité qui, elles, ne paient plus d'impôts. Donc, comment réussir dans ce contexte-là? C'est inquiétant. Donc, Alain, est-ce que tu crois que la moralité est importante dans le domaine de la fiscalité? Moi, je comprends qu'on dise, par exemple, c'est légal, mais c'est pas moral. Je comprends qu'on le dise, mais je préférerais qu'on dise, non pas c'est légal, mais c'est pas moral, mais c'est légalisé, mais c'est politique. Donc, la morale, elle est importante, bien sûr, mais quand on aborde des enjeux politiques, on parle en termes de contraintes, on parle en termes de normes, on parle en termes de lois, et d'une part. D'autre part, la question de la légalité pose problème parce que c'est plus artificiel que ça. Le recours aux paradis fiscaux n'est pas seulement légal, il est légalisé par des autorités politiques qui ont fait plaisir aux amis des multinationales, et avec le phénomène des portes tournantes, c'est souvent les mêmes. De toute façon, disons les choses en face. Je veux dire, le dernier Jim Flaherty, quand il était ministre des Finances, il se faisait conseiller directement par des banquiers sur les mesures fiscales à adopter, quoi. Donc, quand je dis que c'est légalisé, c'est qu'il n'y a rien en 1980 qui obligeait le gouvernement du Canada à signer un accord de non-double imposition avec la Barbade qui permet, pour aller vite, à des entreprises de transférer des fonds. On va dire 63 milliards de dollars d'avoirs canadiens de la part des entreprises à la seule Barbade. On croirait qu'il va y avoir les Jeux olympiques dans 2 ans. Alors que c'est des fonds qui ne sont pas immobilisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement. On appelle ça des investissements directs à l'étranger. C'est une fausse appellation. C'est-à-dire qu'il s'agit simplement de stratagèmes pour faire circuler à toute vitesse des fonds par la Barbade pour les récupérer par un autre canal de façon à éviter le fisc. Et on a légalisé ce recours-là. Donc, il y a ce problème. Et la réponse à ce problème-là, elle est politique. Ce qui est encourageant avec le travail de Brigitte, non seulement le film, qui est effectivement un vecteur
Je veux dire de diffusion des idées, mais aussi dans le livre la crise fiscale qui vient, c'est de rappeler que la fiscalité, elle se présente toujours sous 2 jours dans le débat public. Et on est très versatile par rapport à la fiscalité. C'est ou bien on estime que c'est une affaire barbante là, de spécialistes, qu'on ne comprend rien, puis on s'en détourne vite, ou bien on va dans la rue, puis on fait la révolution, on fait le Tea Party, on fait la Révolution française. Je veux dire, on s'empare de la question parce qu'on paye tous des impôts, puis on comprend à un moment donné qu'on paie 4 fois ce qu'il faudrait payer, tandis qu'en face de nous, il y a des mammouths qui ne paient plus rien, quoi. On comprend qu'il y a un rapport de disparité, et c'est injuste, et l'injustice, on la comprend. On n'a pas besoin d'être spécialiste pour ça. Et si on politise le débat, on comprend que s'il y a un problème de sous-financement des universités au Québec, c'est à cause des paradis fiscaux. S'il faut attendre 8 mois avant d'avoir une intervention chirurgicale urgente dans un hôpital, c'est à cause des paradis fiscaux. Si on attend 40 minutes un autobus à moins 30 l'hiver, c'est à cause des paradis fiscaux. C'est parce que les... C'est des liens qu'on peut faire, étant donné que les paradis fiscaux permettent à des acteurs puissants de contourner leurs obligations fiscales, ce qui fait que les populations paient à raison de dire 5 fois le prix. Le prix à payer, il se paie 5 fois pour les populations. C'est que d'une part, tandis qu'il y a une hémorragie financière qui amène des entreprises à placer par milliards de dollars des fonds dans les paradis fiscaux, c'est des fonds qu'on n'impose pas. Deuxièmement, ici, qu'est-ce qu'on fait pour le capital qui reste? On l'impose moins. Parce qu'on dit qu'il faut le retenir. C'est la phrase de Michel Audet, ça, en 2007, je crois. Il faut retenir les capitaux. On va les imposer moins, sinon ils vont s'en aller. Donc, il y a un deuxième manque à gagner. Le troisième manque à gagner, il est de l'ordre de la dette. C'est que pour boucler le budget, on emprunte à des instances qu'on n'impose plus. C'est le monde à l'envers. C'est les contribuables qui financent le capital pour boucler le budget. Et le quatrième point, mais il a trait aux solutions, entre guillemets, de Luc Godbout que je conteste absolument, c'est-à-dire la tarification, c'est-à-dire faire payer une deuxième fois un service alors qu'on l'a payé comme contribuable. Et le cinquième coût, il est qualitatif, c'est-à-dire que les services auxquels on avait droit n'existent plus, ils sont de moins bonne qualité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on n'en finit plus de payer le coût des paradis fiscaux, et ça, c'est une compréhension politique, et grâce à des travaux comme la crise fiscale qui vient ou des films comme Le Prêt à payer, on avance du point de vue de la conscience publique, et c'est cette conscience publique-là qui fait avancer les choses dans le débat politique, dans les appareils d'État, dans les partis politiques de gouvernement. Merci Alain, je pense que ça apporte de la clarté. Brigitte, moi, j'aimerais revenir par rapport au PME, parce que moi aussi, je les conseille, mais depuis fort peu longtemps, si je compare à ta carrière. C'est-à-dire que moi, j'ai été vraiment en grande entreprise avant, puis maintenant, je suis dans le marché de la PME, puis je suis tout à fait d'accord avec toi que je crois que c'est très difficile pour les PME de pouvoir se développer puis bien vivre dans un monde où est-ce qu'elles se font concurrencer par des mammouths qui ont accès à plus de capital sans payer leur impôt corporatif. Mais est-ce que tu penses qu'on pourrait se fier sur une certaine moralité fiscale des multinationales pour adresser leurs problèmes? C'est sûr que c'est une question c'est une question qui nécessite une vision d'avenir. Donc, on ne peut pas avoir une réponse certaine par rapport à ça. C'est une impression. Je vais y aller avec 2 éléments de réponse. Premièrement, j'ai déjà eu l'occasion d'étudier pendant environ 1 an et demi la fiscalité environnementale dans un projet qui s'appelait « En route vers une fiscalité verte ». Et dans le cadre de ce projet-là, j'ai eu l'occasion, puis peut-être que certains d'entre vous travaillent au niveau de l'environnement, puis vous savez exactement de quoi je vais parler. J'ai eu l'occasion d'essayer d'évaluer le consommateur, il est prêt à payer combien de plus pour acheter un produit environnemental. Donc, et c'est pas beaucoup, hein? La prime qui est prête à payer pour acheter un produit vert n'est pas si importante que ça. Et je me demande, ça m'a amené, lorsqu'on me demande, est-ce que vous croyez qu'on peut se fier à une certaine moralité des entreprises? J'ai eu la même réflexion à ce moment-là, puis à cette époque-là, il y avait tout le cas de Starbucks en Angleterre que Lady Hodge, dans le film, on le présente, cuisinait Starbucks, puis finalement, Starbucks, ça avait été amené au grand public comme quoi qu'il ne payait quasiment pas d'impôts en Angleterre, au Royaume-Uni.
Puis moi, je n'avais pas été au Royaume-Uni, je n'avais pas été constater la situation, peut-être durant toute cette période-là. Et je me disais, j'ai donc hâte d'aller voir comment si les Anglais vont encore chez Starbucks. Donc, parce que elle est là, la morale, il est là le facteur moral, elle est là la puissance de la moralité. On peut faire des études longtemps, mais finalement, Et je suis arrivée en Angleterre, puis en tout cas, non, il n'y avait pas moins de monde chez Starbucks dans un autre café. Donc, est-ce que, pour le moment, je ne suis pas certaine que le facteur moralité fiscale peut être une réelle solution pour le moment. Par contre, je sais que les contribuables, ce sont des gens qui... L'histoire nous le démontre, dans mon livre, j'en parle. Il faut faire attention à un contribuable qui trouve que la fiscalité est injuste. Et le contribuable, finalement, c'est le client des multinationales. Donc, c'est peut-être le contribuable client qui va dicter l'importance de la moralité fiscale dans le futur, l'importance que peut jouer le facteur de la moralité dans le futur. Et j'aurais tendance à penser que si j'avais à décider d'un point ou de l'autre, j'aurais tendance à penser que ça peut prendre une importance surprenante et que les multinationales peuvent, sous le sceau de la moralité, prendre des décisions, en tout cas plus importantes qu'aujourd'hui, puis ça peut devenir un facteur important, selon moi. Moi, Alain, je retiens ton expression. Après la méduse éternelle, le pompier pyromane, là, j'aime beaucoup cette expression-là. Ou le pyromane pompier, je ne sais pas, là, il allume le feu puis il l'éteint après. Donc, ça serait peut-être ma question. Comment est-ce que tu considères le Canada et le Québec? Est-ce qu'ils sont pris avec un problème de devoir rentrer dans tout ce qui se passe au niveau international? Est-ce qu'ils sont proactifs? Est-ce qu'ils prennent des mesures qu'ils devraient? Il y a tellement à dire. Mon dernier travail, c'est 400 pages de plaisir sur le Canada et les paradis fiscaux. Moi aussi, je pensais que ça pouvait être bien un bon roman sur le Canada et les paradis fiscaux, finalement. C'est un peu comme un texte de John Grisham. Non, c'est difficile de répondre en peu de mots parce que, comme le relevait Noam Chomsky par rapport aux médias, là, quand on veut dire quelque chose de paradoxal, là, c'est-à-dire contraire à la doxa, il faut beaucoup de temps. Et pour aller vite, on peut déjà rappeler que la plupart des paradis fiscaux sont d'anciennes colonies. Il faut aussi rappeler que le Canada est une ancienne colonie s'il n'en reste pas une, parce qu'à mon sens, une monarchie constitutionnelle, c'est un euphémisme pour désigner une colonie. Je pense que le Canada est un Congo de Léopold II réussi. Le Canada moderne a été fondé au moment de la conférence de Berlin, à peu près, ces années-là, quoi, fin 19e. Il a un double statut. C'est que le Canada lui-même s'est toujours distingué dans son histoire moderne là, des États-Unis par rapport aux avantages qu'il conférait aux industries et à la finance. Et d'autre part, il a été l'agent de sous-traitance de la haute finance londonienne quant à la Caraïbe britannique. Et dès le 19e siècle, c'est le Canada qui, par la Halifax Banking Company, qui recevait un mandat de la Colonial Bank à Londres, s'assurait du bon déroulement de la vie financière dans les colonies britanniques de la Caraïbe. Et c'est pour ça qu'au moment de transformer ces États ou ces législations en paradis fiscaux dans les années 50-60, c'était des Canadiens qui étaient aux avant-postes pour ce faire. Mais plus largement, et encore, je peux seulement évoquer une sorte de table des matières de ce qu'il faut faire, il faut penser. Plus largement, il faut juste rappeler que ce que j'appelle les législations de complaisance, parce que les législations de complaisance, pour nous situer, c'est un terme générique que j'ai bricolé qui inclut à la fois les paradis fiscaux, les zones franches en ce qui concerne le travail, les ports francs en ce qui concerne le transport maritime, les paradis réglementaires, les paradis judiciaires, les paradis bancaires. En fond, le film sur les paradis fiscaux, ça pourrait être le premier d'une longue série pour avoir la zone franche, port franc, ainsi de suite, avec des retours puis des intrigues croisées, comme chez Balzac. Oui, c'est une bonne... Bon. Et
Ce qu'il faut voir, c'est que s'il y a quelques 80 législations de complaisance dans le monde, c'est parce que chaque législation de complaisance est un peu comme une boutique dans un centre commercial. Chaque législation de complaisance, la Jamaïque, les Caïmans, Singapour, le Luxembourg, le Liechtenstein, le Delaware, ainsi de suite, offre quelque chose de spécifique. Ils ont une spécialité. On ne fait pas au Libéria ce qu'on fait au Panama. Bon. Alors, si on veut effectivement immatriculer un navire pour éviter de respecter quelques réglementations écologiques que ce soit, on va au Libéria. Si on veut contourner le fisc canadien, on va à la Barbade. Si on veut contourner le fisc allemand, on va au Liechtenstein. Pour le droit de propriété intellectuelle, c'est l'Irlande. Pour l'assurance, c'est les îles Turques-et-Caïques. Pour les pétroliers, c'est les îles de Marshall. Et pour l'industrie minière, c'est le Canada. Bon, le Canada, dans cette réseau de paradis fiscaux, c'est la législation de complaisance dans le domaine des mines. 75% des sociétés minières mondiales sont canadiennes. Prenez-en une au hasard, vous avez 3 chances sur 4 qu'elle soit canadienne. Mais souvent, ce sont des investisseurs de l'étranger qui créent à Toronto une société minière pour exploiter des mines également à l'étranger. On profite notamment d'un statut qui est celui des fiducies non imposables, qui profitent aux acteurs du domaine minier quand leurs actifs ne sont pas sur le territoire. Ensuite, on pourrait parler de la Nouvelle-Écosse, qui s'est complètement intégrée aux Bermudes et qui permet à des sociétés des Bermudes qui ont besoin de comptables d'embaucher des comptables à Halifax pour faire un travail qui concerne des clients dont l'activité relève du droit des Bermudes. Donc, c'est le monde à l'envers. C'est l'offshore qui arrive ici. On pourrait parler de l'Alberta, qui est un pétro-État. On pourrait parler du Québec, qui est un minéralo-État. On pourrait aussi parler de la filière du jeu vidéo à Montréal, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qu'on constate, et c'est ce qui me fait très peur aujourd'hui, c'est qu'en même temps que l'OCDE, le G7, le G8, le G20, certaines instances travaillent à polisser les paradis fiscaux, les États traditionnels, eux, s'inspirent des paradis fiscaux pour attirer le capital. Et un jour, Nicolas Sarkozy, je vais arrêter là-dessus, un jour, Nicolas Sarkozy avait dit en 2009 à Pittsburgh que les paradis fiscaux, c'est terminé, mais ce qu'il voulait dire, c'est on va tellement les imiter qu'il n'y aura plus de différence. Non, mais c'est ça qu'il voulait dire. Donc, toi, Brigitte, après une explication comme ça de la part d'Alain, ce serait quoi tes réflexions par rapport au Québec? Qu'est-ce que le Québec peut faire face aux paradis fiscaux? Bien, moi, je pense que les paradis fiscaux, je sais que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, puis on a écrit, toi et moi, Alain, là-dessus. Mais je pense que de nos jours, ça va plus loin que les paradis fiscaux. Je pense que ce dont on doit se soucier, c'est la concurrence fiscale internationale. Parce que, dans le fond, ça rejoint un peu essentiellement ce qu'Alain dit ou ce que les spécialistes disent. Dans le fond, n'importe quelle juridiction peut devenir une place où est-ce qu'une multinationale peut payer peu ou pas d'impôts. Ça n'a plus besoin d'être dans les Caraïbes ou... Donc, la preuve, le Delaware, la preuve, la Nouvelle-Écosse. Donc, le terme paradis fiscal, je ne sais pas à quel point je ne sais pas à quel point c'est autant d'actualité. Je pense que de plus en plus, on va se soucier, comme j'ai dit, de la concurrence fiscale internationale. Je pense que le Québec... c'est sûr qu'il est très limité dans ce qu'il peut faire, le Québec, en tant que province, étant donné que la fiscalité québécoise, nous, les contribuables au Québec, on est imposés de plusieurs manières, mais principalement au niveau québécois puis au niveau fédéral. Puis c'est difficile pour le Québec de faire cavalier seul au niveau des paradis fiscaux, puisque... ça nécessiterait qu'il deviendrait différent des autres provinces. Puis la réalité, à cause de la concurrence fiscale, on pourrait craindre que nos sociétés québécoises pourraient aller vers les autres provinces. C'est la réalité. C'est ça, la réalité. Donc, personne ne veut ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut rapidement, peut-être... ajouter au discours des paradis fiscaux le discours que l'essence du problème de nos jours est maintenant la concurrence fiscale internationale. Et ce que
c'est la première fois que je vais dire ça publiquement. Et ce que je crains, moi, par rapport au Québec, c'est que dans le film, on a Thomas Piketty, vous savez, hein, le grand Thomas Piketty, qui dit que si on continue dans cette dynamique-là de la concurrence fiscale sans une certaine coopération ou coordination, il faut s'attendre à l'élimination d'impôts des sociétés d'ici 10 à 20 ans. 10 à 20 ans. Donc ici, c'est le cas. Moi, ce que je crains, c'est que, par exemple, un chef d'État qui voudrait, à titre d'exemple, faire la séparation du Québec, pourrait se dire que de toute façon, on s'en va vers l'élimination de l'impôt des sociétés. Donc, si je crains un chef d'État qui aurait une idée de transformer le Québec en législation de complaisance, comme tu dis, Alain, et qu'il pourrait peut-être trouver que c'est la formule pour faire du Québec donc un pays... Vous me suivez dans mon raisonnement, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas, je me dis, et en faire la petite Suisse de l'Amérique. Donc, donc, il y a plein d'idées on pourrait en parler pendant des heures, ça nous ferait plaisir de le faire, Alain, hein? Donc, il y a plein d'idées qui peuvent émerger lorsqu'on conjugue Québec, paradis fiscal. On peut le twister en se questionnant sur c'est quoi la responsabilité du Québec, que peut faire le Québec. Puis on peut le twister d'un autre côté, à savoir, mais qui pourrait manipuler toute cette situation-là et en faire... Peut-être que nous, on pense que les paradis fiscaux, c'est loin, mais peut-être qu'on ne sait pas quel pourrait être notre avenir. Donc, je le dis, c'est la première fois que j'en parle. Je n'ai jamais voulu parler de ça, ça fait longtemps, je te l'avais déjà confié, Nathalie. Je n'ai jamais voulu parler de ça parce que je ne voulais pas que les gens s'en inspirent. Mais c'est la réalité. C'est ça, la réalité de nos jours. C'est ça, la réalité. De plus en plus, les juridictions vont abaisser les taux d'imposition pour devenir concurrentes. Puis, et ici même au Québec, on ne sait pas quel est notre avenir de notre fiscalité québécoise. Donc, le titre de notre rencontre de ce soir est vraiment approprié. Puis, je terminerai cette réponse-là là-dessus. Donc, en terminant, votre dernière question, puis c'est, est-ce que vous croyez que les régimes d'imposition vont arriver à s'adapter au 21e siècle avant l'avènement de crises plus graves? Parce que le film se termine de façon assez positive, en croyant que des solutions vont être trouvées. Est-ce que vous... Moi, j'ai une réponse, mais je vais laisser Alain. Oui. Ben, moi, je trouve que le film nous laisse dans une situation qui est représentative là, du débat actuel. Ce n'est pas une critique. Il nous laisse en situation de dissonance cognitive. D'une part, il y a ceux qui nous disent James Henry, au fond, et puis Jean de Maillard dit la même chose en France. Hein, c'est une affaire de 5 minutes si on veut régler le problème. Les solutions techniques, on les a. On fait ceci, on fait cela, ainsi de suite, que ce soit les chambres de compensation. C'est pas compliqué. Si on les a fait, les paradis fiscaux, on est capable de les défaire. Quoi. Bon. C'est probablement plus compliqué de les faire que de les défaire. Bon. Et ensuite, il y a ceux qui vont dire, voilà, ben, c'est compliqué, c'est un combat, c'est complexe, il faut penser le problème, mais c'est parce qu'on est devant une aporie. Par rapport au Canada, puis ça, c'est qu'on commence par le Canada, on ne peut pas être optimiste. Là. Le problème, c'est que souvent, c'est la phrase qui revient, on va dire, mais est-ce que le Canada peut agir seul? Moi, je dis toujours, mais pourquoi est-ce qu'il est le seul à ne pas agir? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une dynamique. La France vient de voter. Puis la France socialiste actuelle, là, c'est pas des révolutionnaires. Là. La France vient de voter une loi qui contraint les banques à divulguer le nombre de filiales qu'elles ont dans les paradis fiscaux, leurs avoirs, le nombre d'employés, ainsi de suite. Ça entre en vigueur. Il y a le FATCA aux États-Unis qui est très critiquable pour plein de façons, parce que c'est un projet de loi qui ne peut exister qu'aux États-Unis, étant donné le rapport de force que les États-Unis ont avec les institutions financières, mais qui permet aux Américains d'en savoir beaucoup sur les clients des banques étrangères dans le monde. Il y a aussi, à l'échelle de l'Union européenne, des discussions, des mesures. L'Allemagne a fait beaucoup de bruit pendant un temps, ainsi de suite. Bien sûr que c'est tendu, mais on sent qu'il y a du mouvement, alors qu'ici, on dit
peux pas agir seul. Alors que moi, par le Réseau pour la justice fiscale et nos partenaires dans d'autres pays, j'entends dire que nos partenaires, là, les militants sur la justice fiscale dans le monde, se font dire souvent par leurs contacts au sein des ministères des Finances, nous, quand on est dans des réunions, le Canada bloque. Le Canada bloque. Bon. Et le problème du Québec maintenant là-dedans, c'est que le Québec n'a pas, et je ne fais pas de politique, là, j'essaie d'être le plus objectif possible, je pense qu'au Québec, il n'y a pas de parti fédéraliste. Il y a les indépendantistes d'un côté, il y a les provincialistes de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti qui porte une vision du Canada et qui est capable de faire pression sur le fédéral en disant « nous, le Canada, on le veut comme ça ». Non, tout ce qu'on dit à Québec, c'est Ottawa qui s'en occupe. Nous, on est des provinciaux, on gère une province. Le reste, ça ne nous regarde pas. Allez à Ottawa. Et c'est le grand problème, hein, c'est qu'on n'a on a engagé aucun rapport de force politique avec Ottawa sur ces questions-là, alors que les décisions d'Ottawa en ce qui concerne les paradis fiscaux pèsent sur le Québec. Et puis, bon, est-ce qu'on est optimiste? Il faut que j'aille vite, là, j'essaie vraiment un mot. Bref, quand on écrit des livres, c'est parce qu'on est à la fois optimiste et pessimiste. Si on peut régler un problème sans écrire un livre, je vous assure qu'on le règle directement. Quand on écrit un livre, c'est parce qu'on est confronté à un problème qu'on ne peut pas régler, mais on a suffisamment espoir que par ce mode indirect, un livre, un film, une conférence, une rencontre, un article, ainsi de suite, qu'à un moment donné, dans la communauté qui est la nôtre, il y a des solutions qui émergent qu'on n'a pas à prédire dans un essai, dans un livre, dans un traité. On n'a pas à tout régler d'avance, mais on contribue à ce qu'il y ait des avances. Et en cela, je suis très optimiste, mais par la voie de la politique, en tant que citoyennes et citoyens, et en tant qu'on est encore capable de nous donner des institutions qui nous ressemblent et des institutions qui soient contraignantes par rapport à ceux qui seront contraignants envers nous si nous ne nous les contraignons pas. Donc, Brigitte, le mot de la fin. Mais moi, j'ai confiance qu'on va réussir à adapter nos régimes d'imposition. Je ne sais pas jusqu'à quel point il va y avoir une friction entre les contribuables parce que bientôt, il va falloir annoncer la bonne nouvelle aux grandes richesses corporatives et personnelles qu'ils doivent recommencer à payer des impôts. Donc, je ne sais pas à quel point ces contribuables-là vont accepter, quelle sera comment que quelles seront les réactions, mais je pense qu'on va réussir à changer nos régimes d'imposition et à les adapter de manière à ce que le principe de la juste part d'impôt puisse être rééquilibré, réadapté. Et je sais qu'on a passé à travers des choses difficiles là, à travers notre histoire, donc d'adapter nos régimes d'imposition, on devrait être capable de faire ça sans qu'on rentre dans une crise fiscale mondiale. Et ce qui m'encourage beaucoup, c'est que lorsque j'ai commencé à écrire sur le sujet en 2000, 2001, moi, j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup qui écrivaient là-dessus. Puis, comme dit Alain, si on peut faire d'autres choses que d'écrire sur l'impôt, c'est bien certain qu'on va faire d'autres choses. Et j'avais, à cette époque-là, il y a 15 ans, j'avais l'impression qu'il y avait peu de gens qui réfléchissaient à ça. Et ce qui m'encourage beaucoup, c'est de voir tous les jeunes qui s'intéressent à la question de la justice fiscale, de la politique fiscale, qui cherchent des solutions, qui m'écrivent. Je suis sûre, toi aussi, Alain, il y a des gens qui t'écrivent. Et je pense que de plus en plus, l'information passe, puis les sociétés cherchent à régler ce problème-là. Et moi, face à tout ça, ce que je peux faire après avoir écrit des livres, avoir implanté des chroniques fiscales en tout cas, tu sais, sans tout faire le CV, là, ce que je peux faire, c'est vraiment essayer le plus possible de régler, ou en tout cas contribuer à régler ce problème de concurrence fiscale internationale. Donc, par finalement la conférence Tax Coop, que Nathalie, tu es sur le comité organisateur,
tout doucement, d'amener les pays à s'asseoir ensemble et de discuter de coopération fiscale au lieu de s'isoler les uns face aux autres et de se faire concurrence et de rester dans cette dynamique-là où est-ce que les taux d'imposition continuent de s'affaisser vers le bas puis que ce soit nous, la classe moyenne et les PME qui doivent renflouer. Donc ça m'apparaît être le problème fondamental et moi, je veux m'appliquer à essayer d'attaquer ce problème-là. Donc, je me dis que si moi, je fais ça aujourd'hui, toi, Alain, puis de plus en plus, il y a de jeunes qui cherchent des solutions, pas parce qu'ils font des travaux, ils cherchent vraiment des solutions. J'ai confiance. Moi, je suis contente. Le film, il finit avec un vent d'espoir, même la musique, il y a des sourires à la fin. Puis je suis contente que le film termine de cette manière-là parce que, de toute façon, il faut donner une chance à régler ces problèmes-là dans la paix. Il faut donner une chance aux solutions de pouvoir s'exercer. Donc, comme on veut quand même que ce soit un lieu d'échange, j'invite s'il y a des gens qui ont des questions. Il y a 2 micros qui sont là, si vous osez, ou si vous avez une bonne voix, vous pouvez juste vous lever et poser votre question. Ouais, j'ai posé la question à un chef d'association d'entreprises minières, ici même, dans cette salle, qui est venu. Ce phénomène-là, pourquoi? Ça diminue comme ceci, mais les entreprises, c'est pas comme un particulier, il n'y a pas à payer d'impôts. Alors, ma question est celle-ci. Je ne pense pas, et de plus en plus, que ce soit un problème économique. C'est un problème psychologique, un problème d'éducation. C'est ça que je pense. Parce que si on dit, j'entends toujours la question de création de richesse, c'est de la folie. De la richesse, il y en a. On n'a qu'à voir toutes les entreprises qui vont dans les gouvernements pour avoir des subventions de toutes sortes. Et on a une commission d'enquête qui nous en présente quelques plateaux. Il y en a de la richesse. Ce n'est pas le problème de la créer, c'est le problème de la répartir. Je suis d'accord avec vous. Alors moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas un problème économique, c'est un problème d'éducation. Et on en forme ici à l'École des sciences de la gestion des tonnes. Il y a 10 000. Alors, quelle est vraiment cette façon de pouvoir résoudre ce problème-là? Quand vous parlez de problème, c'est quoi le problème que vous... De non-participation des gens qui font des activités économiques et qui ne paient pas leur part et qui sont fiers de ne pas le faire. Donc, vous me demandez, vous posez la question, quel est le problème finalement? Oui. OK. Le problème, c'est qu'on s'est mondialisé et que nos régimes d'imposition sont restés les mêmes que il y a 30 ans. Donc, nos régimes d'imposition sont restés comme si on n'est pas mondialisé. Donc, vu que le ministre des Finances de chacun des pays ou les pays ne peuvent imposer qu'à l'intérieur de leurs frontières de façon théorique, et ça, c'est mathématique, c'est certain. Ça permet aux contribuables mobiles de pouvoir magasiner des régimes d'imposition au niveau mondial. Et ça permet une dynamique de concurrence fiscale entre les pays. Donc, tant que cette dynamique-là existe, c'est une réalité. Donc, tant que cette dynamique-là existe, c'est très difficile, à part si on... Puis ça, c'est les plus grands penseurs, Thomas Piketty, etc. Tant que cette dynamique-là existe, c'est très difficile pour un pays, à moins que ce soit les États-Unis peut-être, de faire cavalier seul et de dire, moi, je vais rétablir le principe de la juste part d'impôt à tous mes contribuables. Avant, les multinationales étaient imposées à 50 %. Aujourd'hui, je vais recommencer à les imposer à 50 %. Donc, c'est pas
je pense qu'une personne qui veut réellement régler ce problème-là doit adresser ce problème-là, qui veut réellement s'assurer que les contribuables recommencent à payer leur juste part d'impôt, doit adresser ce problème spécifique-là qui représente l'essence de la situation. Donc, rapidement adapter nos régimes d'imposition au 21e siècle, rapidement adresser l'essence du problème et s'assurer que de redonner au pays l'autonomie fiscale pour imposer les contribuables. Je ne paye pas que c'est qu'en fin de compte, tant que les gouvernements, à travers tous les pays du G7 ou du G20, peu importe, donnent l'aval, en fin de compte, les gens au pouvoir, finalement, ont aussi peut-être de l'argent dans les paradis fiscaux. Et puis, finalement, quand il s'agit de légiférer, manque de courage, et puis aussi, en même temps, en profite de la situation. Donc, on a un ministre des Finances, on a M. Paul, ben, je ne le nommerai pas, là, mais donc, il y avait des bateaux, là, comme tel, bateaux pavillons étrangers pour ne pas transformer la loi fiscale pour ne pas payer d'impôts. Donc, quand on a des gens comme ça qui sont au pouvoir, qui favorisent ça, et puis quand, par exemple, tu as des compagnies qui rentrent dans l'antichambre du pouvoir, finalement, et puis qui font changer les lois fiscales, à ce moment-là, ça va prendre, finalement, oui, une mobilisation des citoyens, une connaissance aussi, une éducation populaire, mais aussi, finalement, cogner aux portes de nos politiciens puis dire, écoute, ça va faire. Oui, mais moi, je suis d'accord. Imaginez, moi, ça fait 15 ans là, que j'écris. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais de l'histoire qu'on a des politiciens qui votent des lois fiscales à l'avantage de leur région ou de leur propre business à eux, familial, ça a toujours existé, puis ça va toujours exister. Je veux dire, dans le sens que finalement, quand il s'agit, par exemple, d'arriver puis d'aller frapper de faire un consensus mondial, peut-être, parmi les G7, puis faire en sorte que l'argent, l'évasion fiscale et puis les stratagèmes, puis tout ça, ou les entreprises, les pétrolières ou peu importe, les minières, ne paient pas leur juste part d'impôts. Moi, quand je regarde le budget, puis je vois sur 70 milliards, il y a 3 milliards qui viennent seulement, 3 ou 4 milliards qui viennent des entreprises, corrigez-moi si je me trompe, je trouve qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais, puis je vais aller plus loin. Par exemple, vous parliez des minières. Moi, j'ai eu le privilège de travailler sur le dossier de Valéant pour l'agence QMI qui a fait la page sur une pharmaceutique. Puis c'est incroyable, là. Le Canada est vraiment une plateforme pour certaines sociétés au niveau mondial. Mais le politicien qui veut vraiment, ou le chercheur, ou l'activiste, ou le spécialiste en politique fiscale, qui veut vraiment régler ce problème-là, ce qu'il doit faire, c'est prendre sa valise, aller faire le tour de la planète, puis convaincre les gens de s'asseoir ensemble, puis attaquer le problème de la concurrence fiscale internationale. Il doit prendre sa valise, aller cogner à chacune des portes, puis dire, on peut-tu coopérer? Il y a des gens qui font ça comme on se parle, mais il faut qu'il y en ait de plus en plus. Écoutez, c'est des bonnes questions, mais on a prévu un cocktail après, donc l'échange pourra se continuer avec un verre à la main. Donc, je voulais absolument remercier la générosité des conférenciers qui nous ont partagé leur savoir et leurs convictions. Je veux également remercier Mme Joëlle Ganguillet, que je vais demander de se lever, qui est directrice du bureau des diplômés de l'UQAM. Donc, et son équipe pour l'organisation de la soirée. Puis c'est à elle que vous donnez vos cartes pour pouvoir devenir des bénévoles engagés à notre école. Puis, je ne sais pas si, Joëlle, tu voulais remettre un cadeau à nos conférenciers. Puis, pour les participants, je vous invite à la fin d'aller prendre un cocktail de l'autre côté, puis un service de traiteur. Hein? Oh, moi aussi. Oh!
Merci.